Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Bienvenue dans cette émission Vox Hebdo sur Vox TV. Au cœur des débats, l'emprisonnement de l'ex-premier ministre malien Choguel Maïga, poursuivi pour détournement de fonds publics, l'augmentation des frais académiques à l'université Marien-Ngouabi et le Conseil supérieur de la liberté de communication doté de son bureau. M'accompagne sur ce plateau Jean-Clotaire Imbou, directeur de publication du journal Présence économique, Albert Mianzoukuta, directeur de publication du journal La Semaine africaine, et Guy Benoît de Victor, journaliste et analyste politique. Bienvenue donc sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Ok, soyez donc les bienvenus sur ce plateau. Je vous invite à suivre notre premier élément avant d'aborder aussi notre premier sujet. L'ancien Premier ministre malien Choguel Maïga a été inculpé puis écroué ce mardi pour atteinte aux biens publics. Choguel Maïga avait été nommé Premier ministre en 2021 par le général Assimi Goïta avant d'être limogé fin 2024. Pour en parler, on retrouve tout de suite notre correspondant régional Serge Daniel. Serge, bonsoir. Alors, en garde à vue depuis maintenant 6 jours, l'ancien Premier ministre malien a été finalement placé sous mandat de dépôt. Oui, tout à fait. Il a été reçu ce jour par le juge d'instruction de la Cour suprême. Il a été entendu plusieurs heures et finalement, le juge d'instruction de la Cour suprême a estimé que dans deux grosses affaires, à l'époque où Choguel Maïga était Premier ministre, il y avait des choses à lui reprocher, notamment atteinte aux biens publics, faux, usage de faux. C'est une affaire de fonds, de gros sous, d'empruntons de sources proches de la Cour suprême. Donc, Choguel Maïga va passer sa première nuit en prison, mais il n'est pas le seul. Des collaborateurs à lui sont également impliqués dans ces malversations, même si, pour le moment, évidemment, ils sont présumés innocents. Alors, l'affaire a fait grand bruit à Bamako. Parmi ses ex-collaborateurs, certains ont quand même été libérés, certains ont été libérés, inculpés mais libérés, d'autres ont été carrément libérés, alors que d'autres ont été renvoyés devant le pôle économique pour s'expliquer là-bas. Et donc voilà la décision de la Cour suprême, la décision que la Cour suprême a prise ce jour. Alors Serge, le ton monte déjà pour certains de ses partisans. Cette inculpation serait un règlement de compte politique. Ah oui, tout à fait, parce que vous savez, Choguel Maïga a été limogé en novembre 2024 par les militaires et depuis, rien ne va plus entre Choguel et les militaires. Il a fait plusieurs sorties sur les réseaux sociaux pour dénoncer la situation, les problèmes d'insécurité, mais en même temps, il a estimé que la justice était au service des politiques et qu'il ne fallait pas confisquer le pouvoir. Et ça, forcément, ça n'a pas plu aux militaires. Et son inculpation, sa convocation ont coïncidé avec ses propos, ce qui fait dire à ses partisans qu'en fait, que c'est effectivement un règlement de compte politique et qui ne vont pas se taire. Et Choguel Maïga lui-même, après avoir été mis sous mandat de dépôt, a déclaré, selon son avocat, qu'un homme politique ne doit pas peur d'aller en prison, mais qui doit continuer à défendre ses opinions. Donc, Choguel Maïga qui devient, disons-le clairement, un opposant des militaires avec qui il était lié au départ. Merci beaucoup Serge Daniel. Choguel Maïga, voilà, il a été écroué, donc il est poursuivi pour détournement de fonds. Albert, cet emprisonnement, est-ce une façon de lutter véritablement contre la corruption ou c'est une stratégie pour écarter un rival au Mali? On peut considérer tout ça ensemble. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre, ou quand l'un est là, il n'est pas exclu que d'autres réalités, d'autres raisons prévalent aussi pour justifier un acte aussi fort que l'emprisonnement d'un Premier ministre. Maintenant, ancien Premier ministre. Donc, Choguel Maïga suit en tout cas la trajectoire de beaucoup d'hommes et femmes africains qui, après avoir été le turiféraire, le porte-voix du régime militaire, et pour lequel il a pris des coups et donné des coups, il a notamment beaucoup cogné, si on peut dire, sur la France, qui le lui a bien rendu aussi.
les empoignades, au moins verbales, avec le président Macron sont restées en mémoire. Aujourd'hui, je suppose qu'à Paris, on le regarde d'un air ironique en disant, ben voilà, comme disait Franco, notre musicien bien connu, l'Obalissous. Donc c'est comme ça, c'est une réalité africaine, bien africaine, et c'est une réalité aussi qui commence à s'affirmer chez les militaires qui ont pris le pouvoir en Afrique de l'Ouest tout récemment. En tout cas, les trois régimes du Niger, du Bénin, du Burkina Faso et du Mali s'illustrent aussi, et même un tout petit peu en Guinée, s'illustrent par cette propension à savoir couper les têtes au moins au figuré. Et donc, voilà, nous nous attendons à une crispation du régime malien. Nous nous attendons à ce que les choses n'aillent pas tout à fait dans le sens demandé ou exigé pour l'installation, l'établissement de la démocratie, et en tout cas proclamé par les militaires eux-mêmes au premier jour de leur coup d'État. Et donc aujourd'hui, nous regardons. On a annulé les partis politiques au Mali. On va voir où est-ce que nous en arriverons. Ok, on va voir où est-ce qu'on arrivera. Jean Clotaire, finalement, Choguel Maïga, c'est comme si il est en train de payer ses prises de position devant les militaires. Nous nous souvenons qu'il avait tenu un message, animé un meeting où il s'indignait d'être surpris d'apprendre que les militaires ont allongé la transition sans qu'ils soient informés. C'est comme si c'est le même Dieu qui continue et on veut le rattraper maintenant. C'est-à-dire que tout le problème que nous avons, c'est de nous poser des vraies questions sur la traçabilité des élites africaines, principalement au sud du Sahara. Pourquoi je le dis de la sorte? Vous avez un personnage comme Choguel Maïga qui était l'opposant de tous les régimes qu'il y a eu au Mali. Ibeka, on connaît quelque chose, paix à son âme, mais Choguel a été un violent opposant aux différents partis politiques, aux différents pouvoirs qu'il y a eu au Mali. Il s'est même mis dans la position de l'homme providentiel, de celui qui ne pouvait que être là pour sortir le Mali de sa situation actuelle. Mais curieusement, cet homme, aussi engagé qu'il soit, reconnu comme étant un grand intellectuel au Mali, se retrouve à soutenir des putschistes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui étonne. C'est cela vraiment le questionnement que nous avons avec cette élite africaine qui a tendance chaque fois à critiquer et à venir jouer les sauveurs avec des militaires. Mais on en voit aujourd'hui le résultat. Il n'a qu'à s'en mordre les mains lui-même. Vous savez, notre dauphin aîné, Mfumu, disait toujours Yankena planaye, Yumapena planaye. C'est une manière de dire que bon, Amalem Malé Demi, il a voulu utiliser les militaires pour que ce soit son cheval à lui, donc ce coup d'État lui serve justement du cheval, et puis aujourd'hui, Choguel s'en mord. Choguel s'en mord. Guy Benoît, l'affaire Choguel Maïga avec les militaires, est-il rattrapé par ces turpitudes ou c'est vraiment la volonté des militaires de mettre quand même la lumière sur la gestion des fonds publics? Toutes ces choses-là, ça, merci beaucoup déjà, et toutes ces réflexions-là ou ces observations, ça accorde et ça peut s'expliquer politiquement. Parce que, en politique, rien n'est figé. Tous les calculs sont bons. N'oubliez pas que si vous analysez l'attitude de Choguel Maïga en soutenant les militaires, c'est parce qu'ils pensent que par là, il va grimper. Mais les militaires aussi savent que, en venant chez nous, lui, il veut nous éclipser, nous faire éclipser. Parce qu'on le connaît. Donc, là, c'était le jeu du chat et de la souris. Les militaires avaient bel et bien besoin de lui, parce qu'en tant qu'homme politique de gros gabarit,
il va se faire entendre, et ils vont se faire aduler par le peuple. Donc, vous lui accordez ça, par lui, nous on peut avoir la possibilité de s'asseoir. Mais Shogel, en acceptant cette proposition, pensait que les militaires vont lui servir d'escalier pour qu'il s'asseye, qu'il s'affirme, parce que c'est les novices. Malheureusement, c'est ça la politique aussi. Ce genre de coup, ça n'arrive qu'en politique. Et chez nous, c'est pas étonnant en Afrique. C'est pas étonnant. Donc, comme disait Jean Clotaire et Albert, c'est le jeu politique. C'est de bonnes guerres en politique. Ce sont de bonnes guerres. À malin, malin et demi. Parce que si tu veux me faire écran à mon image, je fais quoi? Je te décapite. C'est ça la politique. Et voilà pourquoi il faut tenir compte des rapports de force. La politique ne va qu'avec les rapports de force. Pour que Shogel s'en sorte de là, il faut donc que sa base se mette debout. Et lui-même nous dit qu'il est possible de ne pas avoir peur d'aller en prison. Mais c'est pour décourager les militaires. Et même de mourir. C'est pour les décourager. Si vous pensez que en emprisonnant, vous avez fait acte utile, sachez que moi je suis content de venir. Mais il faut qu'il tienne bon. Parce que s'il ne tient pas bon, de la prison, Shogel va se trouver où? À la présidence, comme le disait un comédien. Vous voyez? De la prison, il va se retrouver à la présidence. Mais ce que, en analysant l'attitude des militaires, ce que les militaires ne sont pas prêts à accorder. Ils ne peuvent pas l'accepter. Bon. Maintenant, l'autre pan, assainir les finances, c'est normal. On peut pas être donné des leçons pour eux. Et puis, c'est imbibé de cendre. Hein? C'est imbibé de cendre. Toi, tu es donné des leçons, toi, tu critiques les autres, mais il faut t'écrire. Bon. Parce qu'en voulant faire des leçons aux autres, on a cherché les poux sur sa tête. Malheureusement, il n'est pas rasé, on a trouvé les poux. Ok. Hein? Merci beaucoup. On a trouvé les poux. Espérons que ces poux vont être après anéantis. Nous continuons de suivre l'évolution de l'affaire au Mali. En attendant, nous allons poursuivre cette émission en abordant notre deuxième sujet, mais regardons d'abord ce reportage. À partir de l'année académique 2025-2026, les étudiants de l'université Marien Ngouabi, inscrits au cycle licence, paieront désormais 21 000 francs CFA, ceux de master 50 000 et le cycle doctoral 100 000 francs CFA. Cette révision à la hausse des frais académiques a été actée le 7 juillet lors de la réunion du comité de direction. Les syndicats des étudiants ont fait ce point de presse pour expliquer l'importance de cette mesure qui touche aussi les frais de participation au concours. Il était question d'abord en premier lieu de mettre fin à plusieurs caisses au sein de notre alma mater. Quand vous payez 21 000 comme frais académiques, vous avez droit dans ces frais de votre certificat médical, de votre pré-inscription. Dans la composition du dossier d'inscription à l'université Marien Ngouabi, on ne parlera plus des casiers judiciaires et certificats de nationalité. Ces montants ne sont pas ces montants qu'on devrait payer chaque fin du mois. Toute l'année, quand vous avez payé vos 21 000, vous avez payé toute l'année. Et concernant les concours, c'est deux choses différentes. Tu veux faire ton concours, libre à toi. L'étudiant, le candidat est libre de faire son concours. Et les frais de participation au concours sont élevés à la hauteur de 20 000 francs. Tu réussis au concours, tant mieux. Si tu ne réussis pas ton concours, il y a les établissements qui sont là, les facultés. En ce qui concerne ces établissements, c'est 21 000. Mais les frais de concours, c'est 20 000 francs. L'un des jeunes trouve cette mesure raisonnable. Tenant compte de la réunion que nous avons eu à tenir ici avec les deux présidents du MEC ainsi que de l'ULECO, il s'est de comprendre que normalement, il n'y a pas vraiment eu une hausse au niveau des prix et que tout est donc dans la norme. L'augmentation des frais académiques à l'université Marien Ngouabi permettra d'avoir plus de ressources financières afin de faire face à ces dépenses parce que cet établissement déplore le manque de subventions de l'État. Avant, le cycle licence payait 10 700 francs CFA et le master 31 500 francs CFA. 10 700 pour la licence et aujourd'hui, il faut payer 21 000.
31 500 pour le master. Aujourd'hui, il faut payer 50 000. Et au niveau doctoral, il faut payer maintenant 100 000. Alors, Guy Benoît, comment appréciez-vous cette augmentation des frais au niveau académique? Est-ce ça peut s'expliquer, cette augmentation? Merci beaucoup, mon cher Abbé. Vous savez que ici, dans ce pays, la scolarisation est gratuite. Elle est gratuite, décrétée par la loi. C'est comme ça. Et quand on fait cela, lesquels sont à l'université? Les enfants desquels? Parce que la plupart des nantis, les enfants ne viennent pas à cette université-là. N'est-ce pas? C'est les enfants du bas peuple. Et ce bas peuple-là, est-ce qu'on a tenu compte des avoirs des parents? On n'a pas tenu compte des avoirs des parents. On augmente. C'est bien. Mais, en revanche, les 9 milliards décrits par le président, est-ce qu'on a trouvé la solution? C'est de ça qu'il s'agit. Cette université pleure le manque de financement de la part de l'État. Cette université, le président de la République est passé devant la représentation nationale pour dénoncer le fait que le paiement des bourses des étudiants par an, c'est 3 milliards. Mais entre-temps, on en décaisse combien? 9 milliards. Les 6 milliards vont où? Les 6 milliards vont où? Et si on ne règle pas ça, quand on fait ça, c'est comme si c'est hasardeux, nous sommes des amateurs. Il y a quel problème? Et la loi dit quoi? Et donc quoi? La scolarité qui est gratuite, c'est quoi? C'est de l'école primaire au lycée, c'est ça? C'est de l'école primaire au lycée. Mais c'est à l'université où il y a trop de charges aujourd'hui. Vous savez ce qui se passe à l'université? Bon, c'est vrai qu'il y a que ceux qui sont passés par l'université pour comprendre. Quel est le cours qui est gratuit à l'université? Ces docs-là, ces profs-là ne font plus de cours gratuits. Tout est payant. Ajouté à ces 21 000 francs, tous les frais de cours, tous les frais de documents à photographier, ça va faire combien? Ça va faire combien? Bon, quand ces enfants-là disent qu'il n'y a pas eu d'augmentation, parce que c'est pas eux qui paient là, c'est leurs parents qui payent. Mais ils sont déjà majeurs pour savoir qu'ils peuvent aussi défendre leurs droits. Ça fait partie des droits des étudiants. Nous étions dans ce pays-là, représentants des élèves et étudiants du Congo. On a défendu les causes des étudiants dans ce pays-là. N'est-ce pas? On a vu qu'il y a des causes. Parce que nous savions que c'était difficile. Imaginez-vous, je peux retracer l'histoire. Toutes les écoles, de l'école primaire jusqu'au lycée, nous payons les douaniers, nous payons les frais d'assurance, non? Mais quand on se facturait aux épaisses, à l'épaisse, vous avez vu les compagnies d'assurance se prendre en charge l'élève facturé? Non, c'était les parents. Mais c'était pas l'arnaque. Mais c'est nous qui avons plaidé, on a posé ce problème, puisque ce n'était pas possible qu'on chasse les élèves à la veille des compositions à cause des frais d'assurance. Vous vous rappelez cela? Vous êtes une blanche génération, je crois. Mais c'est nous qui avons barré ça. Ce n'était pas possible. Parce qu'on servait là des compagnies d'assurance, alors que les élèves se facturaient à l'épaisse. C'était un accident de travail, non? C'était un accident de l'école, non? Mais l'assurance ne faisait absolument rien. Pourquoi on peut demander aux élèves de ne pas participer aux compositions, aux évaluations, s'ils ne vont pas payer les assurances? C'est ça que les étudiants veulent savoir. Prendre en charge leur propre responsabilité. Donc, moi, je crois que c'est hasardeux. Avant d'augmenter, mais il faut qu'on nous dise où vont les 6 milliards que le président de la République a décrié. C'est ça. En ce moment, parce que les parlements, la bourse de Congolais, c'est combien? Le palais de la ménagère. Mais vous êtes bon, vous voyez? Okay. Je m'étais avec 3 enfants qui ont eu le bac, je fais comment? Ah, ben voilà le problème, c'est compliqué ça. D'accord, Albert. À l'université de 10 700, il faut payer maintenant 21 000. Et les étudiants, certains étudiants pensent que non, c'est pas une augmentation. Alors qu'est-ce qu'on peut appeler? On peut appeler ça comment? De 10 000, il faut payer maintenant 21 000. Y a-t-il pas augmentation là? C'est-à-dire que dans l'absolu, mon ami Clotaire qui s'y connaît en économie va nous expliquer ça facilement. Mais il y a toujours un principe d'augmentation du coût de la vie partout et chaque année. Et donc, si on s'aligne sur cette augmentation, aussi bien pour les salaires, aussi bien il y a toujours un pourcentage qui se greffe
sur ce que nous sommes censés payer annuellement. Donc ici, ce qui fait le problème, c'est le problème de la clarté, c'est l'obscurité qui gère, qui conduit à la gestion de tout ce qui est scolaire et bourse. Parce que déjà une première injustice ressentie comme telle par les étudiants est le fait qu'on leur demande de payer ce qu'ils doivent payer, mais que l'État de son côté ne paye pas ce qu'il doit. Donc les arriérés de bourse, ils sont là accumulés depuis... Et même les bourses, aujourd'hui, ne sont voilà. plus... Et donc, on ne sait plus très bien si l'étudiant et sa famille, donc, comme l'a dit le confrère, sont là uniquement pour se faire tondre et non pas pour jouir des droits dévolus aussi à chaque citoyen dans une république en disant, bon, voilà, je paye mes impôts et ces impôts-là, je les paye parce que eux, ils peuvent me garantir un service en retour. Donc, ici, nous sommes dans cette situation. L'habileté de présentation fait que tel étudiant trouvera qu'il y a eu augmentation et tel autre que non, ça peut aller, etc. Il faut maintenant voir de quelle famille ils proviennent, ceux-là, et puis assainir. Sans oublier le problème sérieux de ces 6 milliards de fictifs qui sont là, à qui on n'a jamais donné. C'est un gros scandale que ce soit le président de la République qui nous les dévoile, parce que nous, on passait à côté sans trop. Le président de la République l'a dévoilé, l'a dénoncé. Qu'est-ce qui s'est passé? Jusque-là, pas de réponse. Clotaire, l'augmentation des frais, c'est comme si l'école, comme a dit Guy Benoît, n'est plus gratuite et n'est plus publique aussi, l'université. Mais le vrai problème qu'il y a, c'est que la réflexion que nous devons justement avoir sur ce que nous attendons de l'instruction dans ce pays. Ce que nous attendons justement de cela. Parce que l'on ne peut pas comprendre qu'un État qui a besoin d'une ressource humaine de qualité puisse se retrouver justement en train de saboter l'école, ou plutôt l'alma mater qui justement doit lui fournir cette ressource humaine dont l'État a besoin pour son fonctionnement aujourd'hui et demain. Comment est-ce que l'on peut expliquer que l'on puisse passer de 10 000 à 21 000, donc on est pratiquement au bout de 100%, que l'on puisse passer de 50 000 francs 31 500 à 50 000, on est à 70 et quelques pourcents, de 50 000 à 100 000 francs, on est à 100%. Et comment est-ce que, justement, nous puissions, un État puisse accepter que nous puissions nous retrouver, parce que tout simplement, il y a un conseil d'administration de l'université qui peut se permettre, justement, d'élever des taux à ce niveau-là. Mais je crois que même aujourd'hui, si la tomate passe de 100 francs la boîte de tomates passe de 150 francs à 300 francs, c'est tout le monde qui va se mettre à hurler. Et des universitaires décident de leur bon vouloir de faire passer à ce niveau-là des frais de scolarisation. Mais ça pose un énorme problème. Et ça pose aussi un énorme problème au niveau de l'État qui accepte justement qu'il puisse y avoir de tels barèmes ou de tels tarifs. Déjà, quelle est la qualité de l'enseignement qui est fourni par cette école? Quelle est la qualité? On en voit les résultats. On en voit. Alors, si on doit se retrouver en plus à priver ces jeunes-là d'une scolarité normale, je veux dire efficace, pour que l'on puisse les envoyer à ce que nous déplorons tous. Mais voyez ce qu'il y a dans ces campus-là. Ces jeunes-là sont devenus des commerçants. Est-ce que c'est une nouvelle taxe qu'il y a là? C'est ça le vrai problème que nous avons. J'en doute de l'efficience justement de cette nouvelle taxe qui est portée auprès des jeunes étudiants. Ok, Guy Benoît, rapidement, parce que oui, bon, je voudrais. Il
Il faut que nous fassions extrêmement attention avec la marche de l'État. Parce que dès lors que ça se passe comme ça, quel est le rôle de l'État? Le devoir de l'État vis-à-vis des citoyens, c'est quoi? À cette université-là. Déjà, tout est payant à l'université. Les bourses, on ne paye pas. On ne paye pas les bourses, là. Bon, le devoir de l'État, c'est quoi? Vis-à-vis de ces étudiants-là, qui s'admettent, puis c'est l'État qui organise les concours, qui organise les examens les examens d'État. Les élèves s'admettent. Quel est le devoir de l'État après l'admission? Rien. Et comment on peut accepter que l'université, qui bouffe 6 milliards de francs CFA sont justificatifs, comment continuer encore, faire poser encore la charge sur les parents des élèves? Non, il faut que l'État intervienne pour qu'on arrête ça. D'accord, il faut que l'État regarde la question parce que regardons le coût de la vie. C'est une charge pour les parents et déjà l'État lui-même n'arrive pas à payer les bourses, mais les parents devraient faire comment? Je crois que cette question mérite d'être réexaminée puis trouver une solution qui va satisfaire tout le monde, surtout la couche estudiantine. Je vous invite à une pause et nous allons nous retrouver bien après.